Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Noza Boujma. Bienvenue, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes directrice de recherche à l'INRIA, l'Institut national de recherche informatique et en automatique. Alors je crois que c'est un nom un peu ancien. Maintenant, j'ai regardé la page du club et vous insistez plus sur le numérique. Ouais, les sciences de numérique. Vous êtes mathématicienne et physicienne de formation. Vous avez commencé vos études à l'université de Tunis, El Manar, et puis vous avez obtenu votre doctorat en sciences informatiques à l'université Paris 5 Descartes. Alors, si j'ai bien compris, mais je pense que vous aurez l'occasion de revenir sur votre expertise, mais vous êtes spécialiste en indexation de recherche interactive d'informations par le contenu visuel, c'est-à-dire que votre expertise... alors, je vous le dis, donc, indexation et recherche interactive d'informations par le contenu visuel. Donc ça fait appel à des compétences comme donc c'est la recherche de contenu multimédia, la reconnaissance de formes, et puis évidemment le machine learning et surtout les data. En fait, on verra que tout ça est lié à l'utilisation de quantités très importantes de data. Alors, vous êtes chercheuse, donc vous avez eu une activité dans la recherche très importante. À ce titre, je mentionne que vous avez dirigé le centre de recherche de l'INRIA Saclay-Île-de-France, donc qui, je crois, est abrité par l'école polytechnique. C'est un centre de recherche très important avec plus de 30 équipes de recherche et plus de 500 chercheurs. Vous avez, je crois, conduit d'autres programmes, je ne les mentionne pas tous, mais vous aurez certainement l'occasion aussi de nous en parler, et notamment un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est le programme de recherche Transalgo. Vous êtes impliqué dans de nombreuses activités de conseil dans laquelle vous apportez votre expertise. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'INRIA et de beaucoup d'autres institutions, notamment l'école centrale Supélec. Vous êtes d'ailleurs conseillère du président de l'INRIA et de l'équipe dirigeante pour les sujets qui touchent au big data, et votre expertise, vous partagez votre expertise aussi dans de nombreuses instances internationales. Je mentionne que vous avez conduit plusieurs missions d'expertise en France, en Europe, aux États-Unis et au Japon. Vous avez coordonné plusieurs projets de recherche européen. Vous êtes experte auprès de l'European Science Foundation et de la National Science Foundation aux États-Unis. Et vous êtes aussi membre du conseil d'orientation stratégique de l'Institut français qui, je crois, travaille sur les questions du rayonnement culturel de la France. Alors, avant de venir plus spécifiquement au sujet sur les algorithmes, je crois que ce qui m'a frappé à la lecture de votre parcours et de vos activités, c'est que vous cherchez vraiment à regarder l'informatique et le numérique sous l'angle de ses applications réelles. Et au-delà des aspects strictement scientifiques, dont on va voir aujourd'hui qu'ils ont beaucoup d'importance, vous êtes intéressé par une science informatique au service de la société. Et vous avez à cœur de comprendre et d'anticiper toutes les conséquences numériques dans notre vie quotidienne, et on va voir qu'elles peuvent être et qu'elles deviennent de plus en plus significatives. Et d'ailleurs, à ce titre, je rappelle que vous êtes à l'origine de l'Institut de la société numérique, qui, je crois, est abrité par l'université de Paris-Saclay, qui justement a développé une approche pluridisciplinaire pour pouvoir réfléchir aux conséquences du numérique sur la société sous ces différents aspects. C'est de lancer un institut dont je parlerai tout à l'heure, un institut sur les sciences des données, l'intelligence artificielle et la société, qui fait suite à l'Institut de la société numérique. Très bien. Alors, je dirais que c'est un peu là que nos intérêts se rejoignent. Nous, au Club des Vigilants, on est très amateurs de cette approche pluridisciplinaire. Le Club des Vigilants se donne un peu pour objectif d'apprivoiser
l'avenir, c'est-à-dire de réfléchir à comment trouver les meilleures adaptations face aux évolutions que la société connaît aujourd'hui, et évidemment toutes les évolutions qui touchent au numérique, au digital ou à l'apparition de ces quantités phénoménales de data sont très impactantes et très significatives. Alors, on a intitulé la matinale aujourd'hui « Doit-on avoir peur des algorithmes ?» C'est un peu un sujet que tout le monde se pose. On voit bien que les algorithmes envahissent nos vies et quelque part, on peut presque dire maintenant que nos décisions sont co-construites avec des algorithmes, que ce soit des décisions très simples comme trouver le bon itinéraire pour aller quelque part, acheter, faire des achats sur Internet, ou éventuellement des décisions un peu plus complexes et avec des conséquences potentiellement plus graves, comme des décisions qui touchent à la santé, sont supportées par des algorithmes dont il faut bien reconnaître que aujourd'hui, comme on adopte le point de vue de l'utilisateur, on perçoit une asymétrie extrêmement forte, et pour ne pas dire écrasante, par rapport à ces mécanismes de décision. Donc le sujet qu'on voudrait traiter aujourd'hui et sur lequel on est très heureux de vous entendre, c'est en fait un peu la question: est-ce qu'il y a une transparence, est-ce qu'on peut vraiment espérer une transparence des algorithmes? C'est-à-dire, est-ce que, notamment à travers des méthodes scientifiques, puisque je crois que vous allez pouvoir nous dire qu'une partie de la réponse est scientifique, elle n'est pas seulement scientifique, mais elle est en partie technique et scientifique, mais va-t-on pouvoir combler un petit peu, ou en tout cas rééquilibrer cette asymétrie extrêmement forte qu'il y a entre les algorithmes et les utilisateurs? Merci beaucoup pour cette introduction et cette invitation, et je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour partager un petit peu ces idées autour des algorithmes, de l'intelligence artificielle, de la société, et de l'impact dans la société. C'est vrai que... Alors, est-ce qu'on doit avoir peur des algorithmes? C'est une très bonne question, donc on va pouvoir échanger et en débattre tous ensemble. Mais un préalable, en fait, sur les moteurs de recherche d'information multimédia, c'est que j'ai dirigé une équipe de recherche sur les contenus multimédia, c'est-à-dire quand on n'a pas des mots-clés à mettre dans un moteur de recherche, on fait quoi? Donc comment coder l'information visuelle et comment utiliser ces signatures visuelles pour faire de la recherche d'information. Et ça, en fait, ça a été du big data avant l'heure, hein, puisqu'après, il y a eu ces différentes vagues, big data, IA, mais on va bien sûr en parler. Donc pourquoi aujourd'hui il y a énormément de questionnements sur les algorithmes, sur l'éthique des algorithmes? Il y a énormément d'interrogations aujourd'hui. Et on a l'impression que c'est une vague qui vient après le big data. En fait, je voudrais d'abord, vraiment dès le début, qu'on se mette d'accord sur vraiment une notion essentielle qui est la dualité des données et des algorithmes. Donc on a beaucoup parlé il y a quelques mois et encore maintenant des big data parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de supports, beaucoup d'objets connectés qui génèrent énormément de données. Et donc, en fait, dans nos vies personnelles et dans la vie professionnelle, donc il y a cette inondation de données, d'ailleurs des fois utilisées, des fois pas du tout, elles sont produites, mais on n'a pas la capacité de les stocker, de les gérer, parce que la disponibilité des données, c'est différent de leur exploitabilité. Ça, c'est très important, et d'ailleurs, c'est une des grandes barrières, justement cette différence entre disponibilité et exploitabilité pour le déploiement des technologies big data. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit les données sont partout, c'est ça la chose vraiment essentielle. Les données sans algorithme, c'est une masse inerte qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur. Ce qui donne la valeur aux données, ce qui donne du sens aux données, c'est les algorithmes de leur gestion, traitement, analyse. Et en fait, c'est ça qu'on a oublié de dire quand on dit les données sont partout. L'autre face qui est un peu cachée, mais qui aujourd'hui se révèle un peu plus au grand jour, je dirais, au grand public, aux industriels, à tout le monde,
c'est cette seconde phase qui était un petit peu omise et un peu mise dans l'ombre, c'est la phase algorithme. Et les données et les algorithmes, c'est vraiment donc les deux faces d'une même pièce. Et donc finalement, ces interrogations-là sur les algorithmes, parce que on s'est rendu compte que finalement, vu cette grande disponibilité des données et exploitation dans tous les sens, bien entendu dans la sphère personnelle, ce sont les plateformes et on va y revenir, justement dans le monde industriel, les données c'est à l'origine de nouveaux modèles économiques et vraiment il y a un bénéfice important d'un point de vue industriel et économique. Donc c'est clair, on parle énormément de la transformation numérique par les données, l'économie pilotée par les données, etc., mais pilotée par les données et les algorithmes. C'est ça qu'il faut toujours voir. Et d'ailleurs, c'est là où on parle plus tôt, on parle plus, je dirais, si on veut être vraiment précis et complet, on parlera de système algorithmique, c'est-à-dire les données et les algorithmes. Donc dans la suite de ce que je vais évoquer, ça sera vraiment ce duo-là, données et algorithmes. Et d'ailleurs, on voit donc une certaine diversité de comportements sur un aspect géopolitique, parce que, en fait, à partir du moment où on dit l'importance des algorithmes dans le traitement de données et l'omniprésence en fait de ce couple-là, eh bien, ce qu'on a observé, c'est que ces algorithmes sont en train d'évoluer. Et d'ailleurs, les algorithmes de traitement de données, etc., c'est pas nouveau tout ça. Donc, depuis longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, qu'il y a les statistiques, l'apprentissage automatique, etc., etc. Donc, c'est pas, je dirais, c'est pas nouveau, sauf que on est en train d'observer une évolution des propriétés de ces algorithmes entre la description du passé, être donc dans l'observation et les statistiques de ce qui s'est passé, ensuite dans le diagnostic et plus récemment dans le prédictif sur voilà donc vraisemblablement voilà comment on peut se projeter et comment on peut généraliser ayant appris des données, comment on peut se projeter donc dans le futur, en tout cas en termes prédictif, et plus récemment, de plus en plus, il y a un comportement prescriptif. Et en fait, c'est ça qui fait le gros problème, c'est le côté prescriptif, en fait. Donc, je vais y revenir sur le prescriptif, et c'est là où on voit un comportement différent. Justement, d'ailleurs, ça touche différents pays, et c'est là où on est en plein dans je dirais, les aspects interdisciplinaires de ce sujet. Parce que ce n'est pas juste une question de performance algorithmique. Donc moi qui ai dirigé une équipe de recherche pendant une dizaine d'années et un centre de recherche pendant 5 ans, donc ça, enfin, je connais la course à la performance, j'ai organisé moi-même des benchmarks, je sais, enfin, je veux dire, c'est les problématiques du techno-push, mais à un moment donné, and so what ? À un moment donné, il faut qu'on se pose la question justement sur l'impact positif et négatif sur la vie de tous les jours, sur la société, sur l'individu, sur les entreprises, etc. Et c'est ça un petit peu donc ma démarche un peu plus récente. Donc quand on parle du prescriptif, ça veut dire que finalement un algorithme, il va pouvoir être plus intrusif, dans le sens où il ne va pas seulement proposer une décision, mais peut-être qu'il va prendre une décision. Et que peut-être ces décisions vont être incluses d'une manière finalement sans trop faire attention et qu'à un moment donné, bon, on laissera probablement et peut-être pas la décision à un humain. Enfin, je dis ça, il y a une grande diversité de comportements des États aussi et des sociétés vis-à-vis de ce comportement prescriptif. Là, c'est très simple. Si je donne l'exemple, enfin c'est très simple, une façon de le dire, mais si je simplifie, en tout cas, les États-Unis, par exemple, le côté prescriptif a été franchi depuis un certain temps. Et pour exemple, d'ailleurs, un des exemples qui a, enfin, une success story du système IBM Watson dans le domaine de la santé, donc dans le domaine de la santé et de l'oncologie en particulier, en tout cas dans des domaines particuliers et spécialisés,
Aujourd'hui, on peut demander, on peut faire une consultation chez le docteur Watson et il paraît que ça coûte cher. Donc il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de médecin. Watson a suffisamment ingurgité d'informations, a suffisamment appris des données, des méthodes de diagnostic, enfin il a ingurgité des connaissances et des données avec des capacités donc, de calcul très importantes et des algorithmes aujourd'hui très performants, et bien en fait il est capable en temps réel d'apporter donc des réponses et des diagnostics des fois effectivement étonnants, et d'ailleurs même à un point où, en particulier dans le domaine de la radiologie, certains se posent la question, est-ce que le métier de radiologue va encore exister dans quelques années, puisque l'identification d'une manière visuelle, justement avec la reconnaissance d'images, est arrivée à des points plus augmenter des capacités de raisonnement. Donc en fait il y a des métiers peut-être sur lesquels on peut se poser des questions. Maintenant ça c'est une des applications, je dirais, plutôt intéressantes et certains peuvent être extrêmement intéressés. Maintenant, ce côté-là des choses, en tout cas, je ne crois pas du tout que ça soit prêt à être déployé en France et en Europe, ce genre de choses. Donc c'est là où je précise qu'il y a une disparité donc sur le déploiement du prescriptif. Alors, là aussi, sur la justice prédictive, par exemple, aux États-Unis, donc quand même, il y a des problèmes par rapport à ces questions-là de justice prédictive, parce que, en fait, ça ne pose pas trop la question sur attention, il y a ceci ou il y a cela. Alors, je dois préciser que dans l'ancienne administration Obama, donc Obama s'est entouré d'un office des sciences et technologies, pour la réglementation en sciences et technologies, des gens extrêmement avancés, extrêmement visionnaires, très scientifiques, qui conseillaient Obama. Et donc ils ont à ce niveau-là alerté sur attention, les algorithmes prescriptifs peut-être qui peuvent générer des biais. C'est-à-dire que justement quand on applique le big data à une échelle limitée dans un domaine particulier, ça va encore, ça je dirais c'est les early adapters. Mais la deuxième vague qui est arrivée, c'est-à-dire le déploiement à grande échelle de ces technologies, eh bien, on commence à voir que probablement il faut maîtriser un peu plus l'aspect technologique, justement, ces questions de biais sur les données et les algorithmes. Parce que il y avait une tendance à croire que parce que l'algorithme s'en occupe, eh bien, c'est plus objectif, c'est plus déterministe et c'est plus performant qu'un humain. Alors là, c'est extrêmement. On peut très clairement se questionner sur ce point-là. Voilà. Maintenant, donc il y a eu justement un certain nombre d'alertes aux États-Unis, mais bon, bien entendu, il y a eu changement de gouvernement. Les préoccupations ne sont plus les mêmes. Cet office, il n'est plus actif. Même si le site web existe, mais tous les rapports sont archivés. Et donc, en fait, sur ces questionnements-là d'impact, justement, des algorithmes, parce que ça peut présenter un certain nombre de problématiques, en fait, les grands industriels américains, ils ont créé une initiative qui s'appelle Partnership on AI for the benefit for the society and people. Donc là, là, c'est clairement les industriels qui ont pris la question et le sujet en main sur l'éthique des algorithmes, l'éthique de l'IA. Et c'est donc vraiment les grands industriels américains, tous les GAFA, et maintenant ils sont en train d'élargir. C'est pour vous dire que cette question d'éthique des algorithmes, et en fait l'éthique, la confiance, la transparence, la non-discrimination, toutes les propriétés, on peut d'ailleurs aussi les évoquer, je vais les évoquer avec un certain nombre d'exemples. Finalement, ça préoccupe, mais pas seulement pour des questions de droit civique, mais aussi pour des questions de confiance dans les services numériques, pour leur déploiement. Et en fait, ça intéresse les industriels aussi parce que c'est du win-win pour le déploiement des services. Ça devient des arguments compétitifs. Maintenant, le côté prescriptif n'est pas, en tout cas, n'est pas encore largement déployé au niveau européen, tout simplement parce que au niveau France-Europe, quand je dis européen, c'est France-Europe,
on est beaucoup plus vigilant sur les données personnelles, la protection de la vie privée. Il y a beaucoup de réglementations dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, on peut aussi en fait avoir la réflexion suivante, c'est-à-dire que c'est presque un comportement défensif par rapport aux plateformes américaines qui, elles, utilisent ces données personnelles, en fait. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de services français et européens qui sont au niveau des GAFA, des GAFAM, de manière plus large. Et encore, il y a l'équivalent des GAFAM côté Chine, enfin côté Asie d'une manière générale. Et donc, ce n'est pas les Européens qui ont ces plateformes qui se nourrissent des données, en particulier des données personnelles. Et donc, cette protection des données personnelles, bon, il y a un côté très régulatoire, enfin, il y a une tendance vers la régulation, mais en même temps, parce qu'on ne détient pas ces plateformes, en tout cas, il n'y en a pas, qui sont un grand succès au niveau français et européen. Et donc, forcément, il y a je dirais, il y a un comportement de, bon, essayons de maîtriser les données personnelles, essayons de voir comment les choses se passent, parce que c'est aussi un argument économique. Enfin, en tout cas, comme on sait tous, les données sont vraiment le carburant de ces plateformes et c'est ce qui fait le succès. Quand un moteur de recherche connaît et a la trace de tout ce que recherchent les citoyens, les industriels, et c'est en plus géolocalisé, il n'est pas étonnant après, quand on génère des produits, ben on connaît déjà d'avance le marché, d'accord, et les attentes. On n'a même pas besoin de faire une étude de marché. Donc, très clairement, c'est un potentiel énorme, ces données, que tout le monde est en train de donner, les traces qui sont données sur les plateformes donc, internationales et de manière générale. Bien, donc si je donne des exemples donc, justement sur les algorithmes au quotidien, juste pour illustrer, parce que j'espère... sur les algorithmes au quotidien, par exemple, si on est sur un site marchand, un site qui est assez connu pour vendre des livres, ou autre maintenant qui s'est bien diversifié, voilà. Donc, en fait, son chiffre d'affaires, il dépasse, en fait, l'origine du chiffre d'affaires dépasse les 50% rien que par le moteur de recommandation. Donc, les algorithmes de recommandation sont très forts et sont aussi source de suggestions que le consommateur est tout à fait prêt à suivre. Et donc, ça génère beaucoup de chiffres d'affaires et ce commerçant et les commerçants qui travaillent sur la recommandation gagnent énormément d'argent par la recommandation. Maintenant, si on peut s'interroger sur la recommandation, est-ce que ça nous recommande, restant sur l'exemple du livre, le livre qui est dans notre parcours et traces de recherche d'informations sur le site, et donc ça s'approche de nos intérêts, donc auquel cas c'est un service. C'est une personnalisation de service et ça rend service, auquel cas c'est très bien et c'est appréciable. Ça peut être une option. Une autre option possible, mais on n'a pas la possibilité de la vérifier, c'est que ce qui est recommandé, c'est en fait peut-être les articles les plus proches, mais surtout qui sont disponibles dans le stock et que le vendeur veut déstocker. Et c'est peut-être pas forcément le plus approprié, ou celui qui est le plus approprié n'est pas en stock, mais en tout cas, il peut vous proposer des choses qui sont plutôt en faveur de son modèle économique. Et pas forcément pour vous, mais on ne peut pas le vérifier, ça. Et d'ailleurs, si on parle de prix, justement, on parle de variation de prix. On ne parle pas de discrimination, parce que si on dit discrimination, on prend parti. On va parler de variation de prix. Quand quelqu'un cherche à réserver un billet d'avion ou un hôtel, donc au fur et à mesure de ses recherches, effectivement, au moment où on passe à l'achat, eh bien, le prix fait un bond. Alors, donc il y a une variabilité. Maintenant, là aussi, faire la différence entre le yield management, qui peut être qui n'est pas illégal, hein, donc c'est des stratégies commerciales comme d'autres, c'est pas du tout illégal, et après une discrimination de prix sur des critères, est-ce que c'est sur la géolocalisation, est-ce que sur le profil et sur des données externes que le site arrive à obtenir sur vous pour vous proposer autre chose ou pour vous, enfin, je veux dire, ça, on n'a pas de garantie, on n'a pas d'information là-dessus. Et d'ailleurs, la DGCCRF reçoit énormément, je dirais, de remontées de citoyens
entre guillemets, des plaintes sur ces variations de prix qui ne semblent pas toujours très normales ni très appréciées. En tout cas, c'est une variabilité qui peut tromper finalement le consommateur, parce qu'au départ, il voit un prix, il parcourt, et puis quand il faut acheter, eh bien ça fait un bond. Et d'ailleurs, il y en a qui connaissent maintenant ce comportement et arrivent finalement à explorer par un ordinateur et donc il y a un navigateur, et après, pour finaliser l'acte d'achat, il passe sur un... Enfin, il y a des façons de contourner, d'accord? Donc voilà, en fait, voilà, à partir du moment où on sait comment les choses se comportent et on sait comment les algorithmes se comportent, il y en a d'ailleurs qui s'adaptent. Aux États-Unis, il y a du scoring sur votre capacité d'avoir un prêt, l'accord de votre banque pour obtenir un prêt. Il y a plein de critères, il y a même vraiment des indicateurs qui sont construits. Et il y avait récemment, donc fin août, un article dans Wired qui explique voilà comment vous pouvez contourner cet algorithme qui calcule votre coefficient. Et il y a des gens, effectivement, qui arrivent à contourner pour avoir un score extrêmement intéressant de 800. Et puis, voilà, vous allez pouvoir, comme ça, avoir votre... Enfin, je veux dire, après, on joue sur les paramètres, on joue sur les indicateurs, on joue sur les traces, les informations qu'on laisse, sachant que ces traces sont utilisées. Donc, voilà, après, ça va jouer au chat et la souris pour ceux qui savent. Ceux qui ne savent pas, bien sûr, ils ne seront pas du tout dans ce jeu. D'accord? Mais bon, quelque part, parfois, ça peut être un jeu. Maintenant, si je parle de consentement, par exemple, donc il y a une étude entre la CNIL et une équipe de recherche INRIA sur, en fait, une application mobile, une application qui est installée sur un téléphone mobile. Et c'était une expérimentation pour vérifier, mesurer si... donc, quand l'application en question vous pose la question, enfin pose aux citoyens la question, est-ce que vous voulez partager votre position GPS? C'est une application transport en commun. Et quand on nous pose la question, selon les gens, il y a une personne qui dit oui, je veux partager. Il y a une autre personne qui se dit à quoi ça sert? Non, je ne veux pas partager ma position GPS. Et donc, en fait, le citoyen, a priori, quand on lui pose la question, suppose que quand il coche oui, ça va être pris en compte, et quand il coche non, ça va être pris en compte. Eh ben non. Et donc, cette étude a pu quantifier justement cet état de fait, a pu mesurer et objectiver avec la mesure donc, des informations entrantes et sortantes, les appels systèmes, a pu même aussi mesurer vers où partaient les informations. Et à partir de là, la CNIL a pu remonter au chef d'entreprise, en tout cas de cette entreprise, pour, donc légitimement, pour questionner. Et c'est là où ces sujets-là ont un lien avec la responsabilité sociale des entreprises. Depuis surtout la loi pour une république numérique, donc ça devient une responsabilité juridique. À l'époque, donc c'était juste avant la sortie de la loi pour une république numérique, eh bien, les chefs d'entreprise n'étaient pas au courant. Donc, ce n'était pas forcément intentionnel d'ailleurs. Donc, ça peut être intentionnel et des fois non. Là, pour le coup, l'entreprise n'était pas au courant. Ils ont donc diligenté une enquête interne qui a montré que, bon, il y a en fait des ingénieurs qui ont utilisé de l'open source, c'est pas contre l'open source, mais juste qu'il y a une réutilisation de composantes open source dont on n'a pas maîtrisé les fuites informationnelles. D'accord? Donc là, ça pose aussi le sujet sur la formation des data scientists et sur la réutilisation de code, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des grands industriels, si je dis Google, sa librairie de machine learning, TensorFlow est en open source, et il y en a plein maintenant qui sont en open source. Les concepteurs des algorithmes ne sont pas ceux qui déploient, d'accord? Donc voilà, cette réutilisation d'open source, il faut l'accompagner, il faut que la formation s'adapte à ça. Et donc pour revenir à notre exemple, donc en fait le consentement n'est pas toujours pris en compte, et encore une fois, de manière intentionnelle ou non. Depuis, ça a été corrigé, ça a pris 1 an pour que ça soit corrigé. Mais ça montre bien, en fait, cette asymétrie informationnelle. On dit oui, non, et on a tendance à faire confiance, mais il n'est pas certain que
que ce qu'on dit, que notre opinion et nos données sont utilisées comme nous on le souhaite. Et il n'est pas certain que les algorithmes se comportent comme ils déclarent le faire. Et c'est là où on identifie, donc on parle aussi de loyauté des algorithmes. La loyauté des algorithmes, c'est justement leur capacité à faire ce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire. Donc quand on télécharge une application, on a toujours un descriptif, ça fait ça, ça, ça et ça. Après, une fois installé, il n'est pas certain du comportement de ces composantes installées. Est-ce que c'est conforme à ce qu'ils disent ou pas? Il y avait quelque temps, on installe des lampes torches sur les téléphones portables et ils vous demandent l'accès à votre carnet d'adresses. Enfin, voilà. Et encore ça, quand ils posent la question. Mais certaines ne sont pas obligées de poser la question, d'accord? Voilà. Donc c'est ça aussi, là, cette notion de loyauté, c'est loyauté des algorithmes pour qui? Est-ce que c'est pour le citoyen ou est-ce que c'est pour le concepteur? Parce que là aussi, ça montre aussi la subjectivité de cette notion-là. C'est pareil pour la discrimination ou la non-discrimination, parce que parfois, justement d'ailleurs des études américaines ont révélé cet état de fait par rapport à des décisions d'octroi de prêts, par rapport à des décisions de recrutement, que finalement, en fait, il peut y avoir des critères non avouables qui ont été utilisés, mais qui, voilà. Donc on ne sait pas. Et on finit par, donc il y a un certain nombre de personnes aussi, et c'est pas faux, c'est que les algorithmes, via leur paramétrage et via la manière dont on les écrit, dont on les conçoit, c'est aussi des opinions encapsulées. Donc le fait de dire que c'est des algorithmes, donc c'est objectif, bon, ça automatise quelque chose, mais aussi il peut arriver que les algorithmes aussi comportent des opinions de leurs concepteurs. Donc c'est, voilà, il faut juste, en fait, il faut, les algorithmes, les big data et l'IA apportent un service indéniable à la société, aux entreprises. Ça, pour moi, c'est un postulat de base. Le tout, c'est d'être conscient, justement, des effets de bord. Enfin, attention, moi, je travaille dans ce domaine-là, donc je ne suis pas là pour dire surtout pas, il faut avoir peur des algorithmes, il ne faut pas déformer mon propos. Enfin, il ne faut pas, en tout cas, le comprendre. Je dis que c'est vraiment, ça apporte dans le domaine de la santé, dans énormément de domaines, un bénéfice très clairement, la capacité des algorithmes à traiter l'information, ça surpasse les capacités humaines, enfin en quantité au moins, et de plus en plus en rapidité. Donc je veux dire, et quand je dis ça surpasse, ça aide l'humain, et c'est indéniable. Maintenant, en fait, quand je mentionne ces exemples-là, c'est pour dire que, en fait, c'est là ce qui est cohérent avec votre think tank, c'est la vigilance en fait. En fait, il faut être vigilant sur les conditions de réutilisation, les conditions du déploiement de ces technologies, de leur paramétrage et des conditions. Donc, un algorithme aussi performant qu'il soit, s'il est entraîné par des données qui sont erronées ou incomplètes ou qui ont été en fait ou qui sont en fait qui contiennent du bruit, eh bien, quelle que soit la qualité de l'algorithme, en fait, voilà, le résultat ne sera pas forcément aux attentes en termes de performance. Donc, c'est pour ça qu'il ne suffit pas de disposer des meilleurs algorithmes, il faut savoir les utiliser. Et ça, c'est vraiment important. Alors, bon, après, je peux parler effectivement des challenges techniques, je peux en parler, parce que là, dans la communauté scientifique, c'est vraiment... Aujourd'hui, quand on parle de gestion, de traitement, on a des challenges vraiment sur le côté la gestion de données responsable et éthique. Et là-dedans, c'est aussi la capacité à expliquer les raisonnements des algorithmes. Ça c'est aussi un challenge technique et scientifique, c'est pas fait. Donc aujourd'hui, quand on dit il faut savoir expliquer la décision d'un algorithme, c'est pas possible pour tous les algorithmes. Ça, juste, il faut le savoir aujourd'hui. Dans l'état de l'art à ce jour, tous les algorithmes ne sont pas explicables. Je dis l'état de l'art, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas possible. Il y a une communauté de recherche qui se met en place pour
justement être capable d'ouvrir cette boîte noire, être capable de comprendre comment les décisions sont prises. Maintenant, aussi donc pour percer et pour comprendre et pour maîtriser les biais des données des algorithmes et aussi l'explicabilité, la traçabilité. Il y a des initiatives qui ont été lancées à la fois aux États-Unis par la DARPA, qui est l'organisme, enfin le département de défense, sur Explainable AI. Donc c'est vraiment une initiative de recherche importante sur l'explicabilité des algorithmes en intelligence artificielle. C'est pour vous dire à quel point c'est un enjeu aujourd'hui, et je connais un certain nombre de, justement, dans le milieu industriel, certains renoncent à l'usage d'un des algorithmes, une famille des algorithmes qui aujourd'hui sont les plus performantes comme le deep learning, parce qu'il n'est pas explicable, parce que le client demande une solution qu'on voudrait justement qu'elle soit traçable et explicable. Donc aujourd'hui, vu qu'on a cette exigence d'explicabilité, parfois il faut renoncer aux algorithmes les plus performants. Donc voilà, c'est un peu tout ça, mais c'est la raison pour laquelle, avec donc ces différents sujets, donc, nous sommes en train, enfin on a travaillé il y a quelques mois pour le lancement, et maintenant nous sommes dans cette phase de lancement d'un institut interdisciplinaire sur les sciences des données, l'intelligence artificielle et la société, et ça regroupe donc 14 partenaires académiques dont INRIA, CEA, l'École Polytechnique, HEC, l'ENSAE, Centrale Supélec, l'Université Paris-Sud, le CNRS, donc vraiment les grands acteurs clés dans le domaine des sciences des données, mais aussi avec donc les chercheurs en sciences économiques, les chercheurs en sciences juridiques et les chercheurs en sciences sociales. Donc sur l'ENSAE, il y a le laboratoire de sociologie quantitative qui est avec nous, HEC aussi. Donc c'est pour dire que sur ce sujet-là, sur ces sujets, en fait, la réponse n'est pas que technologique. La réponse, elle est vraiment multidisciplinaire, et dès le départ, il faut qu'il y ait co-conception entre les différentes interfaces, justement, des sciences des données, donc les sciences humaines et sociales, et quand je dis sciences des données, c'est mathématiques et informatique, pour co-concevoir ensemble des solutions à ces défis qui se posent aujourd'hui. Maintenant, voilà, donc on peut échanger, et je suis vraiment ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. J'ai peut-être une première question par rapport à ces outils de vigilance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du projet Transalgo? Quand Axelle Lemaire, en fait, a lancé, elle a été à l'initiative de la loi pour une République numérique. Dans cette loi, donc c'était la fin de l'année 2016, il y a un énoncé du droit du citoyen à l'explicabilité et à la compréhension. En fait, il doit savoir, il doit comprendre comment un algorithme, quand une décision d'un service public a été prise via des algorithmes, eh bien, le citoyen a droit à cette explicabilité. Une fois qu'on a énoncé ça, le décret d'application, il est difficile à mettre en place. Et c'est à ce moment-là que justement il y a eu cette discussion et cet échange donc entre l'État, l'INRIA, le Conseil national du numérique, pour dire en fait il faudrait qu'on travaille ensemble. Quand je dis INRIA c'est l'opérateur, mais l'idée c'est qu'on travaille ensemble avec le Conseil national du numérique et aussi d'autres acteurs académiques que la plupart j'ai mentionnés, pour que, donc c'est ça l'approche, c'est qu'on puisse avoir, finalement, comme il y a cette asymétrie informationnelle, c'est qu'on puisse travailler sur des algorithmes, au final, qui vont pouvoir auditer d'autres algorithmes. En fait, c'est l'auditabilité, la transparence. Donc, l'idée, c'est pas d'être les gendarmes des algorithmes, parce que cette initiative Transalgo, on n'est pas régulateur, on n'est pas autorité de régulation, c'est une plateforme scientifique. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la mise au point d'algorithmes qui vont pouvoir aider à équilibrer, en tout cas de réduire ce déséquilibre et cette asymétrie informationnelle. Et quand je parle d'asymétrie informationnelle, justement, d'une manière générale, entre celui qui produit ces services numériques
et celui qui les consomme. Et quand on dit celui qui les consomme, on voit tout de suite le citoyen, mais en fait, il ne faut pas sous-estimer le côté B2B, c'est-à-dire des entreprises peuvent être consommatrices des services d'autres entreprises. Et là, les entreprises ont tout intérêt à comprendre ce qui est en train d'être fait par leurs données. Enfin, je veux dire, les mêmes exigences de transparence sont valables pour le citoyen pour des questions de droit civique et le droit à la formation et le droit à la prise de décision de manière éclairée, mais les entreprises aussi, c'est des enjeux économiques vraiment très forts. Et ça, c'est entre entreprises. Mais si le client et l'État aussi, eh bien, il y a des enjeux aussi sur des questions de souveraineté. D'accord ? Donc, sur ces questions de transparence. Donc, c'est pour vous dire que la transparence et l'auditabilité des algorithmes aujourd'hui sont un enjeu qui ne touche pas uniquement le citoyen, entreprise, État. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Là, aujourd'hui, sur les problèmes qu'on a identifiés, en fait, il n'y a pas de solution sur étagère pour tout. Et c'est ça qu'il faut vraiment mesurer, c'est mesurer la difficulté aujourd'hui de répondre à tous les problèmes qui sont identifiés. C'est-à-dire sur certains sujets, on peut avoir des solutions. On peut avoir, sur certains sujets, typiquement, sur le domaine de la protection des données personnelles et de la privacy d'une manière générale, il y a une communauté qui travaille depuis un certain temps pour avoir et garantir une transparence sur l'usage des données, qu'elles soient personnelles ou de manière plus large des données sensibles. Quand je dis données sensibles, ça va être des données industrielles, des données de l'État, enfin voilà. Donc la protection des données, d'une manière générale, il y a des avancées, donc là il y a des services qu'on peut avoir. Maintenant, sur l'explicabilité des algorithmes d'apprentissage, sur les biais des données des algorithmes, quand je dis les biais, c'est la stabilité, la reproductibilité. Et là, je peux vous dire que c'est un sujet actif dans la communauté recherche et ce n'est pas encore prêt. Enfin, en tout cas, moi je l'espère et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle énormément à la fois en France et en Europe à ce qu'on intensifie les programmes de recherche sur les sujets parce qu'on n'est pas encore prêt pour faire face aux problèmes qu'on a identifiés, qui sont identifiés. La solution n'est pas sur étagère. Donc j'ai des fois, parfois, un certain nombre de difficultés à... Enfin, tout le monde dit, bah oui, mais les chercheurs, enfin les algorithmes, on appuie sur un bouton et ça arrive. Non, non, c'est pas le cas pour tout. Et donc, il faut juste comprendre qu'on ne sera pas, dans le court terme, capable de répondre à tous ces problèmes. Pierre-Yves Cosset, très stimulant votre exposé, madame. Je voudrais poser deux questions. Est-ce que vous pourriez d'abord revenir sur l'affirmation répétée à plusieurs reprises selon laquelle tous les algorithmes ne sont pas explicables? Est-ce que c'est une complexité mathématique qui fait que le commun des mortels ne peut pas rentrer dans le circuit, sauf peut-être ceux qui l'ont conçu? Parce que, évidemment, si ces algorithmes ne sont pas explicables, un exemple du deep learning, là, vous avez une zone d'ombre très importante et préoccupante. Ma deuxième question est, qui font les algorithmes? Est-ce qu'il y a une profession d'algorithmeur? Est-ce que ce sont des mathématiciens? Et on dit qu'en France, nous avons des mathématiciens de grande qualité, qui peuvent faire des algorithmes plus lumineux que d'autres. Voilà. Quelle est vraiment par derrière cette intelligence, comment elle se structure dans cette fabrication d'algorithmes? Je vous remercie. Sur le même sujet, de nouveau à propos du deep learning, j'ai lu à propos de systèmes de traduction entre des couples de langues que la machine développait une méthode qui n'avait pas été prévue par ses concepteurs. Alors, on a pu lire cet été des articles qui disent « Nous sommes face à une intelligence, entre guillemets, qui nous est étrangère ». Alors, je voudrais... C'est pour ça que je reviens sur la même question. Est-ce que ces machines qui développent des processus et qui sont capables de prendre des initiatives pour résoudre des problèmes spécifiques nous échappent véritablement? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes incapables, justement, d'expliquer leur fonctionnement? Je réponds à l'explicabilité. C'est pas tous les algorithmes ne sont pas explicables. Autrement, on est malheureux. Non,
beaucoup d'algorithmes sont explicables. Il y a notamment un qui aujourd'hui fait débat et qui est le plus développé et qui fait justement, je dirais, toutes les avancées en intelligence artificielle, qui est le deep learning. Donc il y a une famille, c'est le deep learning qui aujourd'hui par construction, pour sa complexité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couches, beaucoup de paramètres qui s'auto-adaptent et qui forcément, en fait, pour l'expliquer, bon, ce qu'on peut faire, c'est donner des paramètres d'un certain nombre de couches, mais sans plus. Enfin, je veux dire, même pour son concepteur que j'ai rencontré fin août, un de ces 3 co-concepteurs, il a dit, bon, on peut donner les paramètres de chaque étape, mais même en ayant les paramètres de chaque étape, c'est pas intelligible pour comprendre pourquoi on a atterri sur telle décision ou telle autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas performant. Il est performant et dans certains cas, d'ailleurs, justement dans les situations de perception, que ce soit du langage ou de la reconnaissance d'objets, parfois ça peut surpasser les capacités humaines et c'est là où la question s'est posée sur le métier des radiologues. Donc, dans certains cas, ça peut surpasser. Donc, leur qualité est prouvée. Il y a eu suffisamment de benchmarks et d'évaluations. Leur qualité est prouvée. C'est juste pour le deep learning qu'il y a des questions sur... voilà, à ce jour, on n'est pas capable d'avoir une explicabilité, je veux dire, tout à fait limpide pour le commun des mortels. Mais il y a un certain nombre de pistes de recherche qu'on est en train de faire mûrir pour essayer de comprendre justement comment les choses avancent au deep learning. Donc, ce n'est pas désespéré pour avoir l'explicabilité du deep learning. C'est juste qu'il faut donner du temps à la recherche aussi pour avancer. Donc, heureusement, beaucoup d'algorithmes sont explicables. Donc, le problème ne se pose pas pour tous les algorithmes, loin de là. Pour l'intelligence étrangère, bon, là, effectivement, il faut juste faire attention. En fait, il y a des capacités d'auto-apprentissage qui sont intéressantes et c'est ce qui fait l'intérêt de ces algorithmes, de s'adapter, justement, et maintenant, quand même, à ce jour, un algorithme est assez spécialisé sur un domaine. Justement, il n'y a pas d'algorithme généraliste, on n'est pas dans l'intelligence artificielle généralisée, loin de là. C'est vraiment des algorithmes très spécialisés, on les sort de leur domaine, en fait, ils sont aveugles et vraiment voilà, sourds, muets, tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment très spécialisé, mais il faut garder à l'esprit que c'est l'humain qui code. C'est l'humain, et ça rejoint votre deuxième question. Les algorithmes justement de traitement de données et d'apprentissage, en fait, c'est un duo d'un expert métier qui explique la situation, et puis on a un mathématicien, informaticien. Moi aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un informaticien qui ne maîtrise pas les maths, et la réciproque est vraie. Donc qui comprend un petit peu les besoins métiers et qui arrive à les modéliser et à les transformer sous forme de code informatique pour la réalisation. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est quand même sous la maîtrise de celui qui écrit ces algorithmes. Donc c'est pas magique non plus, c'est pas magique, mais c'est vraiment maîtrisé par l'humain. Maintenant, là où ça peut partir sur des trajectoires, typiquement ce qui a été mis en ligne par un industriel qui a viré vers des comportements xénophobes, etc., et racistes, etc. En fait, c'est les données. C'est pour ça que je vous disais, c'est la dualité données et algorithmes. C'est-à-dire que les données sont performantes, sauf que les données qu'il a pu ingurgiter à droite à gauche sur le web, elles étaient biaisées. Et du coup, ça déforme le comportement. En fait, cet égarement, c'est parce que les données d'apprentissage n'ont pas été maîtrisées. Donc en fait, ça peut tout à fait se maîtriser si l'humain le décide. Donc il n'y a pas de choses, je dirais, non maîtrisables à ce stade. Enfin, ça c'est peut-être une réflexion, en tout cas, moi, qui me semble pas très objective. Je vous remercie beaucoup des perspectives que vous nous avez ouvertes.
vous avez tourné beaucoup autour de 3 notions qui, à moi profane, me paraissent assez proches, celle de transparence, de loyauté, d'explicabilité. Au fond, tout ça un peu, ça pourrait se résumer en un mot, c'est le problème de la confiance. Est-ce que les citoyens, les consommateurs peuvent ou non avoir confiance dans des systèmes fondés sur ces algorithmes? Alors, ma question est la suivante. Y a-t-il, ou peut-on imaginer qu'il y ait demain, des organismes type des tiers de confiance ou des organismes certificateurs, des organismes qui viendraient justement attester aux yeux du grand public que tel système fondé sur tels ou tels algorithmes est, entre guillemets, digne de confiance, fiable, ou au contraire ne donnerait pas un tel label, ce qui immédiatement mettrait ces systèmes ou ces algorithmes, sinon hors jeu, mais du moins avec une marque de suspicion, de défiance. Alors, c'est vrai que je suis totalement d'accord. La cible et l'objectif, c'est la confiance, c'est clair. Hein. La transparence, c'est pour l'adoption, c'est pour la confiance. S'il n'y a pas de confiance, enfin, tout ça, c'est fait pour la confiance. Et c'est ça, à la fois pour des questions de droit civique, mais aussi pour des questions économiques de déploiement de services. Hein. Enfin, soyons clairs. Hein. Donc, effectivement, le maître mot, c'est la confiance ici. Maintenant, à partir de là, la tentation est très forte hein, de faire des labels, de faire de la certification et encore plus de faire de la gouvernance et de la régulation des algorithmes. Quand je dis ça, c'est que c'est réel. Enfin, je veux dire, le rapport qui a été, sur lequel a été missionné le Conseil général de l'économie par le président de gouvernement, c'était la gouvernance des algorithmes. Et c'est comme ça qu'il y a eu recommandation pour la création de la plateforme scientifique Transalgo. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée, il faut gouverner et il faut réguler les algorithmes. Bon, donc la tentation est forte pour ça, parce que ça nous rassure, voilà, ça... Mais moi, je mettrais un petit bémol. Moi, je dirais que c'est un peu tôt pour le faire. Un peu tôt, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que les algorithmes qui vont permettre l'auditabilité, parce que là aussi, moi, j'ai reçu énormément presque de demandes. Est-ce que Transalgo peut certifier? Est-ce que Transalgo peut faire des labels sur les algorithmes? C'est trop tôt pour le faire. C'est trop tôt parce que si on avait des solutions sur étagère, oui, on passe à la labellisation, à la certification. Mais je dirais que c'est dangereux aujourd'hui parce que il y a des marges d'erreur encore importantes pour... Par contre, les outils d'auditabilité, ils peuvent aider les autorités de régulation, comme la DGCCRF, comme la CNIL, enfin sur les plateformes en tout cas, sur les plateformes numériques, et un certain nombre d'autres, parce que même le CSA, enfin il y a énormément d'acteurs au niveau français qui ont besoin et qui ont en fait clairement besoin d'avoir ce genre de label et qui voudraient, parce qu'aujourd'hui la régulation, il faut aussi qu'elle fasse sa transformation numérique, il faut aussi qu'elle dispose de ces outils d'auditabilité d'algorithmes. Mais ce que nous on propose, c'est de fournir des outils à leur disposition pour que ça puisse aider, c'est-à-dire les cas faciles où ça ne sera pas du 0 ou 1, ça ne sera pas du noir ou du blanc, mais là où il y a suspicion, ça pourrait le détecter et ça permettrait aux autorités de régulation, quel que soit leur domaine, de dire on va focaliser notre investigation sur un tel domaine. Mais parler de label et de certification aujourd'hui, la tentation est très forte, mais moi je pense que c'est trop tôt. Et la régulation aussi, il y a une tentation extrêmement forte. On nous a même demandé si ça pouvait être une plateforme de régulation Transalgo. D'abord, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas le rôle des chercheurs, mais réguler un algorithme, il faut d'abord développer, et quand je vous dis ça, c'est que ce n'est pas juste en France. Moi, je suis en contact avec nos collègues de la National Science Foundation aux États-Unis. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. La dernière fois, c'est fin août, ici en France. Et eux-mêmes, ils disent et reconnaissent qu'ils n'ont pas de programme dédié pour ces algorithmes et pour cette préoccupation. Donc, ils vont le faire en 2018.
Nos amis au Japon, c'est pareil. Donc, ils ont je dirais que le sujet est émergent au Japon. J'ai récemment fait justement une présentation au Science Council of Japan, donc c'est l'équivalent de l'Académie des sciences, mais qui a un rôle un peu hybride parce qu'il conseille aussi le Premier ministre au Japon. Et donc là aussi, il découvre un petit peu cette problématique. Donc déjà, cette prise de conscience au niveau du régulateur, c'est important pour dire qu'il faudrait qu'on fasse attention, mais aujourd'hui, pour pouvoir franchir le cap et dire on a un label et on a une certification, ça me paraît très fort vu la maturité des outils disponibles. Mais voilà, je dis qu'il ne faut pas désespérer, il faut progresser là-dessus. Que pensez-vous des propos de Elon Musk, donc c'est Tesla, SpaceX, etc., face à Zuckerberg concernant l'intelligence artificielle et son évolution à terme, qu'elle nous échapperait quelque part, que ça deviendrait vraiment très dangereux? Quelles sont vos idées personnelles là-dessus? Est-ce que c'est du pur marketing pour dire voilà, je suis Elon Musk? Est-ce qu'il y a réellement du fond? Et pourquoi et comment? Oui, bon, sûrement, il y a un peu de marketing évidemment, hein, donc il y a une part indéniable là-dedans. D'ailleurs, ça fait parler et c'est bien, je crois que l'objectif est atteint, en tout cas de son côté, c'est très clair. Maintenant, il est vrai que, surtout pour les armes autonomes, en tout cas, là, ça pose des questions éthiques assez importantes et à partir du moment où ça touche à la vie des personnes, je dirais que le risque n'est pas nul, d'accord, mais il ne faut pas non plus le surestimer. Mais à partir du moment où le risque est différent de zéro, moi je dirais qu'il faut être prudent. Voilà, je serais plutôt d'accord pour, il ne faut pas déployer les automatismes partout jusqu'aux machines tueuses. Enfin, quelque part, on a beaucoup de chercheurs aussi qui sont contre, je dirais, l'IA c'est très bien, mais tant que c'est contrôlé. Maintenant, pareil, et c'est pour ça que je parlais de la maîtrise des biais des données et des algorithmes, je ne doute pas de la performance des algorithmes, mais si, par je ne sais quel hasard ou pas d'ailleurs, on peut hacker les données d'une machine. Et il suffit juste de cette possibilité-là que les dégâts peuvent ne pas être maîtrisés. Donc à partir du moment où ça touche à la vie des gens, je pense qu'il faut rester. C'est pas une question de confiance, c'est une question, il faut garder une marge de prudence vis-à-vis de la vie humaine. Enfin, voilà. Jean-François David, je suis tombé dans les algorithmes quand j'étais petit, donc je suis dans ce camp-là. Mais une première remarque, une remarque un tout petit peu ironique, c'est-à-dire le mot algorithme est très joli du point de vue marketing. Hein. Si ça s'appelait pourquoi faut-il avoir peur des programmes? Quelle est la différence au fond entre le mot algorithme qui est à la mode et le mot programme au sens large? Je referme la parenthèse, mais je dis c'est un problème qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire algorithme lui donne une coloration nouvelle, mais en réalité, non, c'est pas nouveau. C'est vrai, les programmes. Il y a une belle définition sur le site Interstice de ce qu'est un algorithme. Et je vous invite à regarder cette définition. Donc, à part cette petite remarque ironique, sur le fond, des programmes comme Transalgo visent à trouver une façon de contrôler ou de donner une espèce de possibilité de métacontrôle des algorithmes. En réalité, pourquoi ne croit-on pas plutôt aux possibilités naturelles de subversion des acteurs qui, lorsque le problème va devenir prenant pour tous, les possibilités de transgression, de passer par de passer à travers les systèmes, d'éviter les systèmes, etc. Moi, je crois beaucoup à l'aspect, à la régulation face aux technologies, des possibilités de transgression individuelle qui vont passer par des systèmes Tor protégés, qui vont passer par du dark web, qui vont passer, mais en standard, pas simplement parce qu'ils sont hackers. Et donc, les mécanismes qui tentent de trouver une régulation top-down de ça, moi, je crois aussi à la capacité des acteurs de se trouver des résistances. Je voudrais avoir votre pensée là-dessus. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est pour ça que je disais la régulation ne résout pas tout. Très clairement, il faut, dans ce mouvement-là, il y a plusieurs acteurs qui doivent travailler ensemble, pas seulement les chercheurs, les entreprises, l'État, mais aussi les associations. Enfin, vraiment, il y a une multitude d'acteurs qui doivent travailler ensemble. Et surtout dans une optique
données ouvertes, d'open source, c'est-à-dire vérifiables. Je veux dire, s'il faut prôner la transparence et avoir de l'auditabilité en vue de la transparence, il ne faut surtout pas avoir des systèmes fermés. Donc, en fait, quelque chose qui soit vérifiable par tout le monde et utilisable aussi par tout le monde, en tout cas, c'est la démarche. Et pour moi, c'est beaucoup plus fort qu'une régulation juridique. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. À propos de régulation juridique, comment est-ce que les juristes pénètrent dans ce domaine mystérieux? Comment se situe une place éventuelle pour la propriété intellectuelle des algorithmes? Alors, les juristes ici, la question, elle est moins dans la propriété intellectuelle, en fait, parce que la propriété intellectuelle se pose pour tous les algorithmes. Mais dans le cas précis, pour la transparence et l'auditabilité, c'est plutôt la transgression des droits civiques, par exemple, qui les importe. C'est justement le contrôle d'usage des données. En fait, là encore, ce n'est pas juste une pays d'algorithmes, il y a aussi une pays des données. Parce que si on parle de véhicules connectés, aujourd'hui, ce qui fait de la valeur, c'est les données de roulage, en fait. C'est les données de roulage. Donc les algorithmes, la plupart des acteurs les ont. Mais celui qui va l'emporter, c'est celui qui a les données de roulage les plus massifs et les plus importants. Donc les juristes s'intéressent aussi aux droits des données. Et sur les questions de consentement, par exemple. Là, c'est pareil. Alors là, je peux vous donner deux exemples. Un dans le domaine de l'énergie, les compteurs Linky. Bon, après, il y a des questions d'optimisation de gestion de données, il y a des problèmes justement de science des données temporelles, etc. Mais il y a aussi des problèmes de vie privée, parce qu'il y a eu quelques études qui ont pu montrer que les données de consommation avec un échantillonnage fin, ça peut tracer exactement ce que vous faites en fait chez vous, sans avoir de caméra. D'accord ? Donc c'est vraiment intrusif, hein, ces données-là. Et du coup, même les opérateurs de l'énergie, justement, nous sollicitent dans le cadre de l'Institut Dataïa que nous sommes en train de lancer, enfin, le kick-off, il va être en octobre, sur comment traiter le problème de la consommation, de la distribution et l'optimisation de la production d'énergie en prenant en compte, justement, ces modèles-là qui vont débiter beaucoup de données, comment gérer la vie privée, comment gérer beaucoup de choses. Donc là, c'est plus la propriété des données et qui a le pouvoir de les utiliser. Et qui, en fait, les utilise. Alors, il y a un autre exemple très intéressant, aussi très parlant, quand on parle du véhicule connecté. Est-ce que ces données appartiennent aux constructeurs? Est-ce qu'ils appartiennent aux sous-traitants qui ont fabriqué les programmes et certaines pièces sont faites par des prestataires et pas forcément par le constructeur lui-même? Est-ce qu'elles appartiennent à celui qui a acheté la voiture au final aussi? Parce que c'est quand même les données que lui il va générer par le roulage et les trajets qu'il va générer. Là, c'est pour ça que je vous dis, la diversité des sujets auxquels les juristes aujourd'hui sont confrontés vont au-delà de la propriété intellectuelle. C'est vraiment, enfin, je ne vais pas dire un Far West d'un point de vue juridique, mais en tout cas, les domaines dont on parle aujourd'hui sur le big data, sur l'IA, il y a énormément de sujets et de challenges pour la communauté en sciences juridiques. Et c'est pour ça que nous, on est ravis, et eux aussi, de travailler ensemble, parce que concevoir un algorithme de protection, de privacy by design ou pas, sans l'avis justement des chercheurs en sciences juridiques, c'est un petit peu compromis, parce qu'on peut investir 6 mois, 1 an sur un algorithme, une solution technique, ou en tout cas un investissement méthodologique qui s'avère après coup, d'un point de vue juridique, ou inutilisable pour je ne sais quelle juridiction française ou européenne, ou etc., etc. Donc cet intérêt de la co-conception, il est vraiment réel. C'est pas juste, bon, on va juste travailler ensemble parce que ça fait bien. Pas du tout. C'est une nécessité aujourd'hui concrète. Un des algorithmes ou programmes qui a fait, je pense, le plus parler de lui en France, est celui qui oriente les étudiants à la sortie du bac. Autant que je m'en souvienne, cette année, j'en ai pas entendu parler, mais l'année dernière, il y avait eu, soi-disant, une publication de l'algorithme par l'administration dans un souci de clarté.
Avez-vous eu l'occasion de vous intéresser à ce sujet et qu'en pensez-vous? Oui, on s'est penché. En fait, APB a été un exemple emblématique de la transparence des services publics. Puisque là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui sert à l'orientation justement des bacheliers dans leur vie universitaire, donc l'impact est important. Alors effectivement, la publication d'une partie du code source, même, et ça soulève justement un point important aussi à dire, c'est que la disponibilité du code source ne garantit pas la transparence. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est vraiment comprendre le comportement, à la limite, qu'il soit écrit dans tel langage ou tel autre, c'est importe peu, c'est surtout le comportement et quels sont les critères. Et surtout la répétabilité, la jouabilité d'un algorithme. Et c'est en fait, voilà, APB a présenté énormément de questionnements, on va dire, ces derniers mois, depuis l'année dernière, il faut dire. Je crois que ça ne vous a pas échappé que la ministre, en fait, a annoncé son arrêt, vu le nombre de sujets qui sont autour. Quand je dis sujet, c'est questionnements très sérieux autour de cet algorithme. Et donc, il représentait vraiment un exemple de non-transparence. Oui, on peut le dire. Ouais. Oui, merci pour votre exposé. Je voudrais introduire deux petits éléments de controverse. Le premier point, c'est que vous avez indiqué que les algorithmes, globalement, c'est bon et qu'il faut simplement trouver la manière. J'observe que les deux domaines sur les 20 dernières années où se sont développés de manière fabuleuse sur le plan financier les algorithmes, c'est la publicité et la finance de marché. C'est là que des montants énormes ont été dépensés et après 20 ans, il y a quand même un grand débat sur l'utilité sociale de tout ceci. Donc aujourd'hui, on a des GAFA qui matraquent l'idée que les algorithmes et l'IA, c'est bien. Je pense qu'il faut qu'on garde dans une partie de notre cerveau l'idée que pas forcément. Le deuxième élément, c'est qu'il semble y avoir un début de consensus sur l'idée que la régulation par le haut, c'est mal. J'aimerais quand même c'est pas mal, c'est pas forcément efficace. C'est pas mal. C'est pas efficace, ça dépend des moyens qu'on se donne. Je prends l'exemple de la finance parce que là, on a 20 ans de rétrospection. Les banques ont toujours dit il est trop tôt pour réguler tout ceci, il faut laisser tout ça fleurir. Aujourd'hui, il y a des centaines de contrôleurs dans la finance, bien plus qu'il y en a dans d'autres domaines de l'algorithmique, qui n'ont jamais réussi à contrôler quoi que ce soit. Parce que tout ceci est quand même un instrument de pouvoir. Et que, on disait tout à l'heure, est-ce qu'il est trop tôt ou pas, ou trop tard? Il est peut-être trop tard, mais je pense qu'en matière politique, il n'est jamais trop tard. Et je voudrais simplement introduire un concept qui a des centaines d'années derrière lui et qui est quand même très utile, qui est celui de position dominante. C'est qu'au fond, il y a aujourd'hui des tas d'algorithmes partout. Mais ceux qui nous préoccupent, on parlait tout à l'heure du BAC, c'est-à-dire un algorithme public. On parlait tout à l'heure d'Amazon ou de Google, c'est-à-dire des algorithmes privés. Les seuls qui, d'un point de vue social, posent un vrai problème de société, c'est ceux qui sont en position dominante. Et là où il y a vraiment un ver dans le fruit, c'est quand la collectivité accepte l'idée qu'un algorithme dominant peut être confidentiel et non contrôlé socialement. Donc je pense que si on revient au bon vieux concept Adam Smith, c'est-à-dire l'économie c'est bien et la collectivité c'est bien à condition qu'il n'y ait pas de position dominante, on voit qu'on a dès aujourd'hui tous les instruments pour commencer à contrôler là où ça fait mal. Bien sûr, il y a des acteurs dominants, bien sûr, et c'est pour ça que l'autorité de la concurrence et la DGCCRF sont concernés. On a beaucoup discuté avec eux et sont même prêts à financer des thèses de recherche avec nous. Bien entendu, ce sont des sujets, justement la position dominante et donc ces problématiques-là sont très clairement identifiées, c'est évident, c'est évident. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi je dirais tous les aspects de la vie des personnes et des entreprises sont concernés, que ce soit par les plateformes dominantes ou les acteurs dominants ou pas, enfin, quelle que soit la situation. Ce qui compte, c'est réduire cette asymétrie informationnelle, c'est être au courant, c'est avoir, je dirais, l'information quand on fait un choix, qu'il soit d'achat ou pas, quelle que soit l'action qu'on fait, qu'on accepte une orientation d'un APB ou pas, enfin, quel que soit le type de service,
qu'on soit informé pourquoi ce choix nous a été proposé. Et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas convaincue que ça ne concerne que les dominants. Je ne suis pas convaincue que ça concerne. Par contre, pour revenir à des questions justement des applications de publicité et des sujets sur le marché, bien entendu, c'est des applications phares, mais en fait, je voudrais quand même attirer l'attention sur un autre type d'application qui n'est pas illégal, c'est le marketing politique. Quand même, il y a une accélération avec les campagnes de big data. On sait très bien qu'aujourd'hui, sur le Brexit, si je prends que cet exemple, le pays, il y a 2 pays qui se sont réveillés après les élections avec la gueule de bois pour se dire, en fait, faire basculer le temps, l'instant du vote, une opinion pour ensuite, ça impacte 4 ou 5 ans la vie d'un pays. C'est pas rien. Donc, les journaux, on peut les lire, oui, on peut, mais quand ça va jusqu'à ce point-là, je ne sais pas si c'est éthique. C'est là où on revient sur la question. C'est légal, puisque ce n'est pas interdit par la loi de faire des entreprises. Enfin, si vous vous penchez sur le cas de Cambridge Analytica, très clairement, ils étaient les acteurs des 2 campagnes. D'accord ? Après, voilà, on voit que, je veux dire, sur le plan démocratique, ce n'est pas forcément des outils au service de la démocratie. Enfin, c'est une opinion personnelle après. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, et c'est là aussi un sujet de controverse, d'accord ? Donc, il y a un certain nombre de gens qui disent, bon, c'est peut-être pas éthique, c'est peut-être pas ceci, c'est peut-être pas cela, malgré le fait que c'est pas illégal. Vous avez beaucoup parlé de tout ce qui était vigilance. Il faut être vigilant. Comment est-ce qu'on peut être vigilant en tant que particulier ? Quels sont les moyens qu'on peut avoir à notre disposition ? Et la deuxième chose, c'est que finalement, est-ce que ce phénomène n'est pas finalement inéluctable ? Parce que vous avez parlé du temps nécessaire à la recherche pour mettre en place des garde-fous. Et on voit très bien que la course développement technologique va beaucoup plus vite que la recherche. Et aussi, finalement, ne peut-on pas s'inquiéter compte tenu de l'évolution des États et du caractère finalement non démocratique, mais on pourrait juste s'intéresser juste à la liberté de parole comme critère. Merci pour cette question parce que oui, c'est un constat que je partage. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui mettent à disposition, et c'est aussi notre objectif dans la première phase de Transalgo et dans l'Institut Dataïa, c'est de collecter les algorithmes et les logiciels qui sont disponibles en open source déjà aujourd'hui à travers le monde, qui en fait permettent aux citoyens, avec une installation très facile et très simple, sur un certain nombre de situations, de révéler des informations dont il n'a pas la possibilité d'avoir tout seul. Il y a un exemple extrêmement simple. Il y a une application, si je donne un exemple, il y a une application développée par Mozilla qui est disponible en open source, qu'on peut installer sur son navigateur, qui s'appelle Lightbeam. Et en fait, une fois qu'on l'installe, ça vous permet en fait de vous montrer la grappe des sites web vers lesquels vos informations personnelles sont envoyées sans que vous le sachiez. Du genre, vous visitez 2 ou 3 ou disons 4 sites et en fait vous avez 100 et vous n'êtes vraiment pas au courant que vos informations en fait transitent. Il y a des accords commerciaux entre un tel, entre les sites que vous avez visités qui se renvoient des informations. Enfin, c'est d'ailleurs étonnant, mais ça, en fait, ça permet d'augmenter la vigilance du citoyen sur, en fait, voilà ce qui se passe, dont on n'a pas l'information. Donc c'est ce genre d'outils qu'on aimerait bien rendre disponibles et collecter, en tout cas, dont on a connaissance à ce jour et qui existent, donc pour augmenter cette prise de conscience de, voilà. Enfin, et dans ce sens-là, du genre,
ce qui compte, c'est pas empêcher les gens d'agir ou non, mais juste augmenter cette prise de conscience. C'est ça qui est important. Comment se protéger? Là, très clairement, il s'agit d'agir, hein, et c'est là où on est vraiment en étroite collaboration avec le Conseil national du numérique, qui va lancer une consultation assez large à ce sujet, et justement Transalgo va prendre le relais par rapport à ça d'un point de vue scientifique et technologique. Je voudrais revenir sur un des premiers points que vous avez cité au début de votre intervention, qui était la prédictibilité de ça. Alors, c'est un sujet qui m'a fait peur. Et est-ce que vous pourriez nous dire où en sont les États-Unis, en particulier pour faire un étrange mariage entre le numérique, les algorithmes et l'intelligence artificielle et la justice, qui est quand même le domaine de ça, où on voudrait faire... trouver les gens, dire qu'ils sont coupables avant d'avoir fait le moindre acte. En fait, les algorithmes prédictifs, alors là aussi c'est une source de biais, parce que les algorithmes apprennent à partir du donné du passé. C'est ce que vous avez fait avant. C'est comme si la personne n'a pas la possibilité et l'initiative de changer. D'accord? C'est ça qui est quand même un petit peu désolant. Et donc, le prédictif, il a une tendance fâcheuse dont on a conscience, et c'est sur ça aussi que certains scientifiques sont en train de travailler, c'est de perpétuer un passé. Et ça, c'est un des biais. Oui, mais justement, donc du coup, ça peut faire des erreurs. Oui, bien sûr, c'est une projection. Bien sûr, c'est une projection en fonction du donné dépassé. Moi, je suis frappé par la quantité de spam, de mails qu'on reçoit totalement non ciblés. Et ce qui me rassure, c'est que j'en ai en 150, 200 par jour, mais pas plus. Ça s'arrête, je ne sais pas pourquoi, ça s'arrête à ce niveau-là, tant mieux. Et ma question est la suivante, c'est que j'ai l'impression que nos chers fabricants d'algorithmes qui permettent de mieux cibler les besoins pour Auchan, etc., sont encore très très loin d'être au bout de la route, car 99% sont faux. Pour ce qui me concerne. Ensuite, deuxième point, ça consomme énormément d'énergie. 80%, 90% des mails sont consommés. Je pense à l'énergie, je pense également aux serveurs pour ces foutus spams, et personne ne les dénonce jamais. Jamais aucune information là-dessus. Consommation par ces spams. En fait, vous avez pointé une question que je n'ai pas abordée, c'est la question de l'énergie. C'est une question essentielle. Mais on ne pouvait pas aborder tous les sujets. Mais l'énergie, c'est un des critères et un des freins possibles à tous ces sujets-là. Et c'est la raison pour laquelle, c'est un aspect que je n'ai pas évoqué, il y a une course effrénée de ces grands acteurs pour des architectures hardware basse consommation d'énergie. Parce que tout ça, c'est pas du tout écologique et c'est pas développement durable, mais alors là, du tout. Merci beaucoup, ça sera peut-être l'occasion de faire une autre matinale sur le sujet. Bravo.